Takkusaanu Jolof na ngeen ko déglu day yeete takkusaanu Jolof ku ko xam maam dootu ko bàyyi ndax kaddu yu fa jógee day tax du lu mel ni ñoowaanam ba takkusaanu Jolof sama gaañi daw leen déglu ko takkusaanu Jolof kaddu yu fa jógee day indi mbégte ci njaboot loolu wër na sama gaañi ngàcce ngalaama. Eau de Radio. Takkusaanu Jolof, l'invité. Eau de Radio. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes toujours dans votre émission Takkusaanu Jolof sur les 91.3 de la bande FM et sur halimasn.com. L'invité du jour aujourd'hui est un juriste et en même temps un docteur en communication. Ndiaga Loum, pour ne pas le nommer, est avec nous aujourd'hui dans l'émission Takkusaanu Jolof. Ndiaga Loum, bonsoir. Bonsoir, Maya. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans l'émission Takkusaanu Jolof. Ndiaga Loum, vous êtes à la fois juriste et docteur en communication. Pourrons-nous justement brièvement avoir un petit briefing de la personne Ndiaga Loum, son parcours intellectuel? Vous savez, Maya, c'est toujours très délicat de se présenter soi-même. Donc je vais être très bref dans la présentation. Ndiaga Loum est, comme vous le dites, un juriste qui a commencé ses études donc à Bordeaux et qui rêvait en ce moment-là de devenir avocat en droit international humanitaire, qui s'est retrouvé par la suite, par chance, au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Une expérience que je considère comme étant très enrichissante parce qu'elle m'a permis en fait de savoir que je n'étais pas fait en fait pour rester dans ce métier. C'est ce qui m'a amené par la suite à aller en sciences politiques où après une maîtrise donc et un DEA, je me suis retrouvé par la suite pour apprendre ce que Machiavel appelait la science de la négociation, donc pour aller faire un PhD en communication. Et aujourd'hui, voilà, je suis professeur donc au département de sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Voilà, je ne peux pas être plus long sur la présentation parce que c'est toujours très délicat de parler de soi-même. Effectivement. Ndiaga Loum, aujourd'hui, si nous sommes ensemble aussi, c'est pour parler du Sénégal, qui nous est si cher, et de son système politique. Voilà. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de la situation politique au Sénégal? Parce qu'on a vu déjà, depuis quelque temps, que l'arrivée de Wade avait changé les donnes sur le plan même de la communication, sur le plan même des événements politiques. Quelle analyse, d'une manière générale, pouvez-vous faire de la situation politique du Sénégal? D'abord, sur l'arrivée de Wade Maya, ce que je pense, c'est que ce qui aurait dû être un non-événement est devenu un événement, et cela par le simple fait des gestes du présent pouvoir. En perdant leur lucidité et leur sang-froid, ils ont presque offert à Wade en fait un coup de publicité. Ils ont fait des sorties multiples à l'emporte-pièce qui dénotent pour moi non seulement une incohérence dans la démarche communicationnelle, chacun faisant preuve de zèle dans l'invective ou les menaces à l'endroit de Wade, mais aussi une certaine dose d'immaturité et d'incompétence en fait communicationnelle. Vous me direz, Maya, que l'une ne va pas sans l'autre. Bref, ils ont eux-mêmes créé en fait la crise et ils n'ont pas su par la suite, si vous voulez, avoir la communication de crise qui s'y est en la circonstance. Et la communication de crise est une branche très sérieuse de la communication. Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut réciter que ce qu'on a appris. Et finalement,
le tâtonnement, la panique, la cacophonie, comme vous dites, notée du côté du régime, tout cela, pour moi, c'était du pain béni dans l'assiette de redoutables politiciens comme Abdoulaye Wade. Et les grandes qualités de Wade, on en discutait récemment, s'expriment souvent dans l'opposition. Ouais. Et Latif, d'ailleurs, Koulibaly avait raison de dire que Wade était un opposant au pouvoir. En fait, à l'époque, il aurait dû dire que Wade est un opposant dans le pouvoir. C'est maintenant qu'il est devenu un opposant au pouvoir. Et il retrouve, comme je le dis, son lustre d'antan. C'est ce qu'il sait faire le mieux. Galvaniser les foules, jouer avec le thermomètre social, faire des déclarations incendiaires, parfois en toute irresponsabilité, il faut le souligner. Manier, comme disait l'autre, ce verbe vagabond qui explore les registres d'une expertise multiple. C'est ça, Abdoulaye Wade. C'est cela, Abdoulaye Wade. Mais attention, Maya, en le disant, je ne lui manifeste aucune sympathie particulière parce que ma conviction est que tout ce qu'il est en train de faire, aujourd'hui, il ne l'aurait pas fait si son propre fils n'était pas en prison. Effectivement, pour moi, aujourd'hui, Wade a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il n'est pas venu pour son fils, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas allé le voir. Mais en fait, c'était une politique de communication déjà bien préparée. Il est dans la cosmétique. C'est ce qui est destiné en fait à la consommation des profanes. Mais ceux qui comprennent savent justement que c'est un simple détour. Comme tout le monde l'attendait sur ce terrain-là, il est en train justement de leur lancer un message communicationnel qui consiste simplement à leur dire que je n'étais pas venu seulement pour mon fils. Regardez, depuis d'ailleurs quelques semaines que je suis là, je ne suis même pas encore allé le voir. Ça, c'est la cosmétique, mais c'est Abdoulaye Wade tout cru. Et c'est destiné en fait à la consommation des profanes. Et ceux qui comprennent savent que Abdoulaye Wade n'aurait rien fait de tout ce qu'il fait actuellement si son fils n'était pas en prison. Effectivement. Monsieur Loum, est-ce que la venue d'Abdoulaye Wade, la venue même d'Idrissa Seck qui revient de France à la veille de la venue d'Abdoulaye Wade, pour moi était un signe. Il a voulu prendre la vedette avant que Abdoulaye Wade n'arrive. Ne pensez-vous, à mon avis, c'était mon intime conviction qu'il est venu à la veille de l'arrivée d'Abdoulaye Wade pour essayer d'occuper l'espace médiatique, ne serait-ce qu'un certain temps, parce que après l'arrivée d'Abdoulaye Wade, personne n'aurait vu Idrissa Seck débarquer. Est-ce que vous partagez cette analyse ou bien vous avez vu autre chose par rapport à tout ça? Non, je pense effectivement, comme vous le dites, que tous les deux sont en train aujourd'hui de se disputer en fait la première place de l'opposition. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Seulement, je pense que les motivations ne sont pas les mêmes. Effectivement. C'est qu'à un avenir politique qui est encore devant lui. Il va jouer sa dernière carte peut-être en 2017. Et c'est le moment. C'est le moment d'annoncer les couleurs. Mais l'agenda d'Abdoulaye Wade est tout autre. Je ne crois pas qu'il soit véritablement préoccupé, comme on le dit, par la conservation de l'héritage du régime libéral de son parti. Je ne crois pas à tout ça. Ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il peut instrumentaliser son parti à des fins qui lui sont tout à fait personnelles. C'est celle de la libération de son fils. Donc il y a une coïncidence sur les agendas, très certainement, mais je crois que les agendas ne sont pas les mêmes. Idrissa Seck a un agenda qui est déterminé par son avenir politique certain. Abdoulaye Wade a son avenir politique derrière lui. Ce qui le préoccupe, c'est justement l'avenir de son fils. Et l'avenir de son fils passe aujourd'hui par la libération des liens de la justice dans lesquels il se trouve. Il peut y avoir maintenant, comme vous le dites, une coïncidence, mais fondamentalement, je crois que les agendas ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Mais pensez-vous que Karim Wade, libéré, serait le futur président du Sénégal? Ça, c'est faire du guissané, politique. Exactement, parce qu'aujourd'hui... Ce que Karim Wade n'a pas réussi en étant au cœur de l'État, avec tous les moyens dont il disposait, ce qu'il n'a pas réussi en ce moment-là, il ne pourra pas le réussir maintenant. Ça, c'est mon point de vue. Ce que je crois, c'est que n'importe quel Sénégalais qui a un minimum d'intelligence politique et qui aurait eu les mêmes moyens qu'a eu Karim Wade aurait au moins gagné une élection locale en 2009, ce qu'il n'a pas fait dans son propre quartier. Donc je ne vois pas ce qu'il n'a pas réussi en 2009. Pourquoi le réussirait-il aujourd'hui qu'il est dans l'opposition? Et qu'est-ce qui a changé d'ailleurs? J'ai l'habitude de dire que Karim Wade n'a pas un problème avec les Sénégalais. Il a un problème avec lui-même. C'est un problème d'ordre culturel. Vous ne pouvez pas
parler aux Sénégalais sans utiliser le médium par lequel il s'exprime majoritairement, le Wolof. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui a changé depuis lors. Alors, je ne veux pas faire moi du guissané politique qui consiste à rentrer dans ce simplisme-là, qui consiste à dire que puisqu'il a été en prison, qu'il a été victimisé, qu'on n'a pas encore les preuves de sa culpabilité, il risque de s'en sortir, et puis ça peut être un raccourci pour le palais. Je crois que c'est faire cette analyse-là qui risque d'être justement un raccourci analytique. Exactement. Moi, je ne verse pas, si vous voulez, dans ce simplisme-là réflexif. Exactement, parce que moi, ça me fait plaisir de vous entendre le dire, parce qu'aujourd'hui, quand on entend une personnalité du Parti démocratique sénégalais, on a l'impression que finalement Karim était déjà au pouvoir en 2017, alors que moi je crois qu'il y a des réalités autres que celles pour Karim qui peuvent lui permettre d'accéder au pouvoir par rapport à un Macky Sall ou bien quelqu'un que Idrissa Seck n'a pas pu accéder au pouvoir en sortant de prison, alors qu'il avait la possibilité de faire une politique qui lui aurait amené d'accéder au pouvoir. Mais on dit que les Sénégalais sont des gens qui sont sentimentaux, qui aiment les victimes, qui partagent, si vous voulez, la douleur des victimes, mais il est clair que le régime de Macky Sall est aujourd'hui en train de jouer aussi sa crédibilité avec cette affaire de la traque des biens mal acquis. Il faudrait justement qu'il mette aux yeux des Sénégalais toutes les preuves de la culpabilité de Karim Wade, et je ne crois pas le régime de Macky Sall si tourné au point justement de vouloir offrir en fait à Karim Wade une culpabilité qu'il pourrait par la suite en fait instrumentaliser, utiliser comme capital politique pour en fait traduire cette vague de sympathie-là que les Sénégalais ont pour les victimes en fait en capital électoral. Le régime est en train de jouer sa crédibilité, mais moi je ne fais pas, comme je vous ai dit, de raccourci analytique qui consiste à dire très simplement que puisqu'il a été prisonnier, qu'il a été victime, que les Sénégalais ont de la sympathie pour lui, donc forcément ils vont voter pour lui. Non, je crois que c'est un raccourci dans l'analyse qui relève d'une certaine forme de légèreté, moi, que je ne peux pas me permettre de cautionner. Exactement, parce que ça nous rapproche d'une autre question qui est la place de l'homme politique vraiment dans la cité au Sénégal, parce qu'aujourd'hui on parle d'hommes politiques, mais je trouve plus de politiciens que d'hommes politiques au Sénégal. Est-ce que parce qu'on fait de la politique, on a fait de la politique une entreprise, et il fallait ramener cette politique-là dans le domaine public et non plus dans le domaine privé. C'est inhérent en fait à la façon de faire. La politique en Afrique, vous connaissez tous la conception néo-patrimoniale que nous avons du pouvoir. En fait, la politique est aujourd'hui devenue un raccourci pour s'enrichir, et c'est la conception qu'en ont un peu tous ceux qui se lancent, si vous voulez, qui se lancent dans la carrière politique. Ils considèrent en fait une fois qu'ils sont au pouvoir, qu'ils sont dans des postes de distribution et de redistribution des ressources que génèrent les fonctions du pouvoir. C'est une conception néo-patrimoniale qui a ses racines extrêmement profondes, mais qui a aussi un impact, si vous voulez, psychologique sur les électeurs, parce que aujourd'hui, si vous êtes un élu de quartier, un élu de ville, ce qu'on attend de vous, c'est que vous investissez, si vous voulez, dans votre quartier. Alors, c'est une façon, si vous voulez, quelque part, de légitimer un tout petit peu le vol et la corruption, parce que les gens qui se lancent dans la carrière politique pensent justement que par des mécanismes de corruption, par des mécanismes de détournement, ils peuvent arriver justement à investir dans leur ville, dans leur quartier, et ainsi, si vous voulez, conserver la clientèle électorale. C'est une façon de faire la politique qui n'est pas propre qu'au Sénégal, qui relève, si vous voulez, de ce qu'on appelle d'une manière générale la conception néo-patrimoniale de la politique en Afrique. Mais ça, c'est très, 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 très compliqué. On aurait pu complexifier l'analyse, mais je pense qu'on n'a pas assez de temps. Mais il faut revoir les choses, c'est très, très, très profond. La façon de concevoir la politique en Afrique, ce sont des empreintes, si vous voulez, ce sont des tatouages, si vous voulez, psychologiques qui ont pénétré les masses, et il sera extrêmement difficile, si vous voulez, de les enlever tout de suite. Mais il y a une éducation à faire. J'ai l'habitude de dire que le poisson pourrit par la tête. Et ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'en 2000, nous avons raté un tournant, parce que justement, la vague populaire sociologique qui a suivi l'alternance de 2000 aurait pu permettre de changer, si vous voulez, certains mécanismes de fonctionnement de notre vie politique. Mais on a raté le coche avec Abdoulaye Wade, parce que
il s'est appuyé sur ce système néopatrimonial-là pour rester 12 ans au pouvoir. Aujourd'hui, qu'il est parti, qu'il est remplacé par Macky Sall, je ne crois pas que celui-là, si vous voulez, a toutes les coups de franche, si vous voulez, pour changer la façon de faire la politique en Afrique. Et on continuera. Je le dis peut-être pas avec une certaine dose de pessimisme, mais on continuera, à mon avis, à faire la politique de cette façon-là pour de très 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 longues années encore. Ah ouais. C'est malheureux, hein? Oui, très malheureux parce que là, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être un bon homme politique au Sénégal, il faut savoir redistribuer l'argent que la personnalité gagne ou bien vole des caisses de l'État. La politique est conçue, en fait, si vous voulez, la fonction politique est conçue comme une fonction de distribution et de redistribution des ressources que génèrent les positions du pouvoir. D'accord. Et aujourd'hui, quand on voit cette situation, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que nos hommes politiques aujourd'hui ne seront pas ceux qui pourront permettre à l'Afrique de se développer? Le problème, c'est quoi? C'est que, comme j'ai l'habitude de le dire, tous ceux qui occupent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui au cœur du pouvoir, ce sont des gens qui avaient le même discours que nous quand ils étaient en dehors du pouvoir. Vous savez, ça me rappelle un peu Machiavel, à qui ses contemporains disaient que est-ce que la situation que vous êtes en train de décrire là ne fait pas de vous quelqu'un qui est amoral? Il leur disait, moi je ne suis pas amoral, j'ai peut-être les mêmes sentiments d'ordre humanitaire que vous. Mais la situation que je suis en train de décrire, elle est assurément amorale. Voyez-vous. Oui, c'est ça qui explique en fait qu'il y a un grand décalage entre les discours des gens lorsqu'ils sont en dehors du champ politique et lorsqu'ils entrent dedans. Et ça, c'est absolument décevant. C'est à croire finalement que c'est la corruption qui est ainsi, que c'est la politique qui est ainsi, en fait, qui comporte les gènes même de la corruption. Et tout ce qui s'y approche, en fait, n'y échappe pas. C'est dommage. Effectivement, c'est extrêmement dommage parce que quand je vois aujourd'hui, par exemple, le cas de Moustapha Niasse qui se fonde au niveau de la paix quelque part, est-ce que c'est pas une perte aujourd'hui pour le Sénégal dans son système démocratique? En fait, je pense que Moustapha Niasse est réaliste. C'est quelqu'un qui se dit qu'à son âge, son avenir politique est derrière lui. Donc, il est prêt, lui, pour conserver en fait les honneurs qu'il a actuellement, c'est-à-dire président de l'Assemblée nationale. Il se dit que je ne peux pas, dans l'horizon qui est ouvert, avoir plus que ce que j'ai actuellement. Donc c'est ce que je cherche à préserver, s'il le faut en sacrifiant même l'avenir de mon parti. Je crois que c'est par pur réalisme politique qu'il le fait. Donc finalement, l'attitude de Moustapha Niasse relève finalement d'un réalisme réactionnaire, personnel et peut-être égocentrique. Mais qui peut totalement se comprendre. Égocentrique, le mot est lâché. Si on analyse avec les catégories rationnelles de la politique, si on reste, si vous voulez, dans l'analyse politique machiavélienne. Oui, voilà, égocentrique, comme vous avez dit, le mot est lâché, parce que finalement, c'est d'autres hommes politiques tels que Malik Diop, tels que Gakou, d'autres personnes qui sont finalement relégués au second plan, ce qui est dommageable parce qu'ils étaient partis sur une bonne base d'ascension politique. Mais eux aussi vont faire preuve de réalisme. Ils vont se dire, écoutez, si on peut être ministre ou directeur général ou président de conseil d'administration, dans un contexte où justement le chef de notre parti considère que nous n'avons plus aucun avenir politique en tant que structure partisane, pourquoi ne pas nous aussi jouer la carte de la réflexion égocentrique? Il ne faut pas exclure qu'eux-mêmes ils fassent ce genre de réflexion-là. Ouais, finalement, l'AFP est mort. En tant pour que le moment, politique, oui. En tant que structure politique, oui, on peut dire que l'AFP est morte. Mais peut-être que l'AFP n'est pas morte. Peut-être que son avenir aussi est dans la fusion avec l'APR. Qui sait? En tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que les leaders qui sont à la tête de ces partis-là, quand je dis de ces partis-là, je pense à l'AFP, je pense aussi à Ousmane Tanor Dieng du Parti Socialiste. Justement, on va y revenir. Ils peuvent courir le risque d'une scission de leur parti en cherchant à préserver eux-mêmes les privilèges qui sont les siens dans l'actuel régime. Et moi, ça, ce sont des attitudes que je comprends parfaitement, que je ne cautionne pas, bien sûr, au nom de la morale. Mais on ne fait pas une analyse politique avec les catégories de la morale.
Ouais, ça veut dire aujourd'hui, voilà, le mot, vous êtes venu sur la personnalité sur laquelle je voulais parler, c'est Ousmane Tanor Dieng, qui essaie par la même occasion de préserver sa place, alors que finalement il avait fait sous-entendre qu'il ne serait plus secrétaire général du Parti socialiste. Aujourd'hui, il revient, voilà, non seulement pour verrouiller le parti à son image, pour que quelqu'un d'autre ne le prenne pas, même si Khalifa Sall pouvait se prétendre d'accéder au secrétariat général du parti pour se présenter en 2017. Mais aujourd'hui, on a l'impression que Khalifa Sall aussi est derrière lui pour préparer 2017. Je crois que ce qu'on peut lire dans l'attitude de Khalifa Sall, c'est une attitude politique hautement intelligente. Il ne sert à rien, je crois, actuellement d'ouvrir les hostilités avec Ousmane Tanor Dieng parce qu'il tient les rênes du parti. Et quand je dis qu'il tient les rênes du parti, je veux aussi dire qu'il tient les finances du parti. Donc à quoi cela sert-il de s'opposer à quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, restera secrétaire général du parti et dont vous pouvez avoir besoin par la suite en 2017. Je crois que l'attitude de Khalifa Sall est peut-être incomprise pour le moment, mais elle peut être considérée comme un acte de haute portée politique qui vise justement à ne pas ouvrir les hostilités avec celui qui, en réalité, tient les rênes du parti. Ouais, effectivement, c'est une attitude intelligente, très intelligente, et parce que ça me rassure, parce que j'ai entendu un politologue dire que Khalifa Sall manquait d'audace. Moi, j'ai cru que Khalifa Sall est plus intelligent que ce qu'on pourrait penser, parce que personne ne s'attendait à le voir. Une expérience politique. Exactement. Il a une expérience politique, très 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 grande expérience politique. Il a été dans les jeunesses du parti. Il a eu à occuper en fait tous les postes que peut occuper quelqu'un en fait qui est rentré dans le parti très 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 jeune. Donc il s'y connaît. C'est pas quelqu'un qui va prendre des mesures à la légère. Et moi, en tout cas, pour ceux qui disent qu'il a manqué d'audace, je crois qu'il a fait exprès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas chercher à ouvrir les hostilités avec quelqu'un qui tient les rênes du parti et dont il peut avoir besoin par la suite en 2017. C'est aussi ça, la réalité. Le réalisme politique, c'est aussi ça. C'est quelquefois savoir renoncer à des privilèges présents pour espérer gagner quelque chose de mieux. Il faut être ambitieux. Et son ambition, lui, c'est de rester maire de Dakar, en ayant donc le soutien du secrétaire général du parti, et d'exploiter ensuite, si vous voulez, ses résultats comme maire de Dakar, comme justement Bilan a présenté en 2017, et pouvoir prétendre présider aux destinées de ce pays, pourquoi pas. On peut renoncer, si vous voulez, temporairement aux petites ambitions, pour espérer gagner en fait les grandes ambitions. Voilà. Est-ce que vous pensez que Aïssata Sall, en s'opposant à Tanor Dieng, est en train de préparer son avenir politique ou bien est en train de la... une analyse à contrario, en disant tout à l'heure que l'acte de Khalifa Sall peut être considéré comme un acte de haute portée politique parce qu'il renonce à de petites ambitions pour espérer de grandes dans le futur. On peut dire au contraire que Aïssata Sall, elle est peut-être en train actuellement, si vous voulez, de jouer son avenir politique, mais je ne crois pas que cela passe par une opposition systématique et hostile à Ousmane Tanor Dieng, qui peut quand même continuer par la suite, après sa victoire probable, comme secrétaire général du parti, qui peut continuer justement à lui mener la vie dure pour justement faire en sorte que Aïssata Sall, au lieu de connaître en fait un horizon optimiste, connaisse une descente aux enfers. Je crois que dans cette affaire-là, l'attitude de Khalifa Sall me paraît être, si vous voulez, plus politique que celle d'une Aïssata Sall. Mais cela peut se comprendre, ça relève en fait, si vous voulez, d'une certaine connaissance du Parti socialiste que Khalifa Sall et que forcément Aïssata Sall n'a pas parce qu'elle est rentrée dans le parti très certainement après Khalifa Sall. D'une certaine maîtrise, si vous voulez, de l'environnement du Parti socialiste que Aïssata Sall n'a pas, que Khalifa Sall a, et puis peut-être aussi d'une ambition qui est beaucoup plus nette du côté de Khalifa Sall que du côté de Aïssata Sall. Si son ambition à elle, c'est d'être juste secrétaire général du Parti socialiste, Khalifa Sall est en train de dire que je peux moi négocier avec l'actuel secrétaire général du Parti socialiste pour que par la suite, en 2017, en parfaite reconnaissance de ce que j'ai fait pour lui, il me laisse justement aller en découdre avec l'actuel président lors de l'élection présidentielle de 2017. En tout cas, si on essaie de comparer les deux attitudes, j'ai tendance
tendance, moi, à croire que l'attitude de Khalifa Sall me paraît être celle qui est la plus gagnante politiquement parlant. Effectivement. Effectivement. Et aujourd'hui, ça nous ramène vers ces élections locales, parce que ce congrès qui se tient à la veille d'élections locales, n'est-ce pas un risque pour le Parti socialiste? Ah non, ah non, je ne pense pas que ce soit un risque pour le Parti socialiste. Tout ce qui peut se passer, en fait, c'est que il puisse y avoir une scission, mais en fait, c'est un risque qui est calculé par Ousmane Tanor Dieng. C'est un risque qui est calculé. Il le fait dans un contexte où il sait que ses potentiels concurrents seront occupés justement à préserver leur poste de maire. Et s'ils concentrent justement toute leur bataille autour du poste de secrétaire général, ils risquent justement de perdre leur poste de maire. Et ça va justement contribuer à les discréditer. C'est un calcul, c'est un risque calculé qui a fait. Khalifa Sall ayant compris cela, a préféré lui se concentrer justement sur son élection de maire, qui peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être en fait un point de départ vers 2017. Et il n'est pas sûr, que Aïssata Tall Sall ait fait la même réflexion, mais elle risque en tout cas, elle, d'en payer les pots cassés. Effectivement. Voilà, ces élections locales qui s'approchent de plus en plus, au même moment, il y a cet acte 3 de la décentralisation. Moi, je ne m'y avance pas dessus parce que souvent, le contenu ne m'est pas... J'ai pas eu le contenu, donc je n'ai que quelques informations de part et d'autre, quelques lignes mais je n'ai pas eu le résumé, tout le contenu de l'acte 3 entièrement. Donc, c'est pour ça que je ne m'y avance pas. Mais en tant que juriste, l'acte 3 là, qui a été établi, alors que, voilà, de manière très rapide, alors que les populations ne connaissent pas vraiment le contenu de cet acte 3, n'est-ce pas quelque chose, c'est de mettre la charrue avant les bœufs pour ces élections? Tout pouvoir est un pouvoir calculateur. Et puis la précipitation qu'il y a autour de l'acte 3 était destinée, si vous voulez, à permettre au parti qui est actuellement au pouvoir de gagner certaines villes qu'elle considère comme étant stratégiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce contenu de l'acte 3, mais vous verrez que, si vous voulez, les réformes qu'il y a eu dans ce qu'on appelle les grandes communes comme Rufisque, Dakar, Thiès, etc., montrent en fait que le parti au pouvoir veut justement mettre, si vous voulez, asseoir, si vous voulez, sa domination, en tout cas sur ces zones-là qu'elle considère comme très stratégiques. Et c'est ça qui peut expliquer la précipitation, sans pour autant, si vous voulez, rentrer dans le détail de toutes ces dispositions-là qui entourent l'acte 3 de la décentralisation. Maintenant, la question, politiquement, elle est de savoir si, en faisant cela, Macky Sall peut justement perdre ou gagner les élections. En fait, poser la question en ces termes, c'est pour moi, c'est comme s'il s'agissait d'une élection nationale dans laquelle serait impliqué le président de la République. Or, je pense que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'élections locales avec ses particularités. Cela veut surtout dire quoi? Cela veut surtout dire que les bases peuvent être réfractaires au mot d'ordre des directions des partis. Et vous en avez la preuve concrète aujourd'hui dans la confection des listes. Donc, beaucoup d'entre elles tranchent avec la logique dichotomique traditionnelle, opposition et pouvoir. Ça, c'est un fait général. Maintenant, comme vous le dites, il y a des enjeux spécifiques dans ces élections locales en considérant certaines localités. La bataille de Dakar, pour moi, est une bataille qui est à surveiller parce que son issue sera déterminante dans ce qui pourrait se passer d'ici 2017. Nous l'avons brossé très rapidement tout à l'heure. Il est clair qu'une victoire des listes favorables à Khalifa Sall à Dakar et dans les banlieues sonnera comme un sérieux avertissement au pouvoir de Macky Sall, qui devrait alors fortement s'ajuster, surtout qu'il envoie à l'échafaud son premier ministre et son beau-frère. Mais à contrario, s'il s'en tire à bon compte, il pourrait envisager l'horizon de 2017 sous un ciel dégagé au moins d'un potentiel concurrent Khalifa Sall. Alors, en dehors de Dakar, la bataille de Thiès est aussi à surveiller. Idrissa Seck y jouera sa crédibilité en tant qu'adversaire sérieux et principal opposant au régime de Macky Sall. Et enfin, il faudra aussi surveiller ce qui se passe à Saint-Louis. Si le candidat du président, je veux parler de son beau-frère, est battu,
ce sera un signal fort qu'il faudra décoder. Cela signifiera non seulement la revanche d'un de ses anciens compagnons, Alioune Badara Cissé, mais ça signifiera aussi le rejet de ce qu'on appelle une famille au cœur du pouvoir. Vous savez que les Sénégalais sont restés avec le traumatisme du syndrome familial Souad. Aujourd'hui, on parle du traumatisme familial Faisal. Alors, si jamais le beau-frère du président perdait à Saint-Louis, je crois que ce serait en fait un rejet systématique de ce qu'on appelle la famille au cœur du pouvoir. Et forcément, le président de la République devra y tirer, si vous voulez, des enseignements. En dehors de ces quelques enjeux spécifiques, Mayacine, et remarquable, cela restera des élections locales qui, en règle générale, n'ont pas une réelle emprise sur le centre du pouvoir. Mais attention à certains de ces enjeux spécifiques. Rappelez-vous, on le disait tout à l'heure, que c'est faute, par exemple, de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de la défaite de Dakar au local de 2009, qui a mené Wade à sa défaite de 2012. Oui. Le message que lui ont lancé les populations en 2009, en lui faisant perdre dans un bureau de vote où il n'a pas perdu presque depuis 1993, c'était de lui dire que nous ne cautionnons pas votre projet de dévolution monarchique. Oui. Il n'en a pas tiré les conclusions. Ça, justement, et il a en fait, juste après les élections, au contraire, renforcé, si vous voulez, le pouvoir de son fils, à qui il avait confié 5 ministères, en estimant encore que c'était l'un des Sénégalais les plus intelligents. Qui a amené d'ailleurs une certaine presse à parler du ministre du ciel et de la terre, et d'autres ont parlé de ministre en charge du Sénégal. Donc il n'avait pas tiré, lui, Abdoulaye Wade, les conséquences de la défaite de 2009. Alors si Macky Sall est assez intelligent, dépendamment des résultats des élections, si elles lui sont défavorables, il faudra absolument qu'il en tire des conclusions s'il ne veut pas connaître le même sort qu'Abdoulaye Wade. Effectivement. Mais souvent, on a vu aussi lors des élections municipales que beaucoup de maires et PDS sont tombés et puis aux mains de l'opposition. Quelque part, comme si la politique nationale avait déteint sur ces élections locales. Est-ce que... Généralement, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Sauf que si vous voulez, si vous investissez dans certains secteurs, comme il le fait actuellement à Dakar, où il a préféré justement rompre la cohésion de Benno Yakar pour aller justement à la conquête de la mairie de Dakar, comme il le fait à Thiès justement, où il veut affaiblir Idrissa Seck en lui montrant que vous n'êtes pas un adversaire crédible pour moi. S'il les perd, ces zones stratégiques-là, il faudra qu'il en tire des conclusions. Et là, ça peut avoir un effet direct, si vous voulez, un impact sur ce qui se passe au centre. Généralement, les élections locales ont des réalités qui font qu'elles sont un peu déconnectées de ce qui se passe au centre. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certaines particularités qui, justement, lorsqu'elles sont interprétées comme il le faut, montrent en fait qu'il peut y avoir un lien, parfois direct, parfois indirect, entre ce qui se passe au niveau local et ce qui se passe au niveau national. Et là, les enseignements de 2009 doivent forcément servir à quelque chose, parce que le message qui était lancé à Wade en 2009, c'était de lui dire, si vous ne faites pas attention, nous risquons de reproduire dans les journaux le même mécontentement que l'on a envers votre régime en 2012. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Effectivement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer la multiplication des représentations politiques au niveau de ces élections locales? Parce qu'il y a trop de coalitions, de partis, tout le monde se lance dans ces élections locales. Il y a plusieurs explications, en fait, mais on peut tenter, si vous voulez, une première interprétation. C'est celle-là qui consiste à dire que les citoyens, au niveau local, sont de plus en plus préoccupés par les enjeux, en fait, de leur municipalité, et qu'ils ne font pas souvent très confiance aux structures partisanes qui existent déjà, et c'est cela qui explique que vous avez vu beaucoup en fait de listes citoyennes qui se sont présentées, quelquefois en utilisant bien sûr les partis politiques qui sont déjà là mais qui ne se présentent jamais aux élections, en les utilisant pour pouvoir justement aller à la conquête des suffrages. Je pense qu'il faut y lire peut-être quelque part, si vous voulez, un certain rejet des structures traditionnelles politiques habituelles et une certaine, si vous voulez, volonté en fait de réappropriation du politique par le bas. Il y a plusieurs autres explications que l'on peut tenter et qui demanderaient très certainement un temps de réflexion un peu plus
Est-ce que l'acte 3 justement de la décentralisation qui permet à certains endroits d'avoir un territoire beaucoup plus grand de gestion par les collectivités n'est pas aussi source de cet attrait de la population? Ça peut être un élément d'explication, mais comme je vous ai dit, ce sont plusieurs éléments qui viennent se greffer les uns sur les autres. Maintenant, il faut voir entre tous ces éléments-là, lequel est le plus déterminant pour expliquer en fait ce que vous appelez la multiplication des listes. Et aujourd'hui, est-ce que ces élections locales finalement détermineront vraiment dans sa globalité ces élections présidentielles, parce que surtout au niveau de la société civile, quoi. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que dans l'électorat sénégalais, il y a beaucoup de personnes, ceux qui élisent n'ont pas d'encart politique. Dans les partis. Voilà, ne sont pas dans les partis. Et aujourd'hui, est-ce que ces élections locales devront déterminer vraiment, auront une conséquence majeure sur ces élections présidentielles? Je dis ça peut avoir. Ça peut avoir, dépendamment, comme je vous ai dit, des résultats des élections dans certaines localités qui sont stratégiques. Il faut voir les candidats potentiels en 2017, c'est-à-dire ceux dont on parle le plus actuellement. On parle de Idrissa Seck à Thiès, on parle de Khalifa Sall à Dakar. J'ai dit que dans ces deux localités-là, les résultats des élections pourront avoir un effet déterminant sur ce qui se passera en 2017. Mais attention, une victoire écrasante de Idrissa Seck à Thiès ou une victoire écrasante de Khalifa Sall à Dakar ne signifieront pas forcément qu'ils vont gagner les élections de 2017 face à Macky Sall, parce que celui-là aussi peut tirer des renseignements de ce qui se passera potentiellement après ces élections pour s'ajuster ou se réajuster. Et comme j'ai l'habitude de le dire, une élection présidentielle, c'est aussi le choix d'un homme. Oui. C'est pas le choix d'une liste comme on l'a dans les élections locales. Donc il y a des réalités qui vont se représenter en 2017 qui ne sont pas forcément, si vous voulez, celles de 2014 et qui font qu'en fait on ne peut pas, si vous voulez, systématiquement déduire de ce qui se passera de ce qui se passera en 2017 à partir de ce qui s'est passé en 2014. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les élections locales à Thiès et les élections locales à Dakar seront forcément à surveiller. Ce sera des messages extrêmement clairs lancés par les populations en direction de ce qui va arriver en 2017. Mais il n'y aura pas de relation, si vous voulez, de causalité directe, parce que les réalités d'aujourd'hui peuvent ne pas être celles de demain. C'est la raison pour laquelle moi j'évite de me lancer dans ce qu'on appelle le guissané politique. Exactement. Et ces élections locales ont été marquées cette fois-ci par un débat. Si débat il y a pas de haute facture sur la liste de Touba, qui a valu vraiment le mutisme des hommes politiques qui devraient en parler, mais qui ne se sont tus. Certains qui ont bravé l'hypocrisie pour prononcer, à l'exception peut-être de Moustapha Diakhaté qui a parlé du problème vraiment juridique, légalement, parce que légalement, si c'est des élections qui sont organisées à partir d'un code électoral, si les élections sont organisées à partir d'une constitution, aujourd'hui on peut dire que la liste de Touba n'est légalement pas valable. Parce que ne respectant pas certains critères, dont la parité. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous sur l'exception qu'est Touba aujourd'hui? J'ai produit hier une réflexion qui est certainement le prétexte de cette entrevue-là que vous me demandez aujourd'hui. Un texte qui est sorti sur Halima pour parler justement de cette liste de Touba, discuter de statut spécial, etc. etc. Je dois d'abord, Maya, si vous me le permettez, juste remercier tous ceux qui m'ont écrit hier, qui m'ont envoyé sur mon mail
Je continuerai encore à répondre d'ailleurs à ceux qui n'ont pas encore reçu de retour. Je ne parle pas de ceux qui commentent dans les forums, parce que je ne peux pas répondre. Oui, bien sûr. Mais je parle à ceux qui m'ont envoyé des mails. Jusqu'à présent, je suis en train de les lire et d'y répondre autant que je peux. Et c'était de très 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 belles discussions qui se sont poursuivies sur la loi, sur la parité, sur le statut spécial de Touba, sur la démocratie sénégalaise, sur le modèle sénégalais, etc. Je voudrais leur dire, Maya, à travers votre micro, qu'ils m'ont beaucoup appris et ils ont donc contribué à enrichir ma réflexion. Et c'est l'essence même du débat démocratique. On en parlait hors micro tout à l'heure. C'est savoir écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et pour moi, la tolérance, c'est la tolérance même de l'intolérance. Mais en termes d'accord même, j'ai envie de dire d'accord avec quoi. Et ceux qui disent d'ailleurs que j'analyse une situation, mais que je n'ai pas donné mon avis, ils ont raison. Et on peut y lire aussi quelque part une forme d'hypocrisie de ma part. Mais je pense que c'est plutôt une posture épistémique, parce que je n'ai pas envie de prendre position. Je veux juste expliquer une situation, dire ce qui ressort de ma réflexion. Et j'ai l'habitude de dire à mes collègues professeurs que nous avons un formidable métier. Nous sommes payés pour réfléchir sur des sujets de nos choix. C'est agréable quand même. Et après, on peut partager avec le public le fruit de nos réflexions. Cela dit, il faut préciser que compte tenu d'une certaine trajectoire de recherche que j'ai, et que vous savez, Maya, j'ai eu à rencontrer des marabouts et j'ai des relations privilégiées, je dis bien privilégiées, vous savez de quoi je parle, vous, avec certains de ces marabouts. Et d'ailleurs, pour vous faire rire, j'ai reçu de Serigne Moustapha Bara, lors d'une visite à Taoufekh, une bouteille que je n'ai pas encore finie depuis 1991. Je l'utilise à compte goutte parce que je n'ai pas envie de la finir. Je suis sûr que quelque part elle me protège. Vous riez, Maya, mais c'est une question de croyance. Et dans le domaine de la foi, la réflexion n'est pas indispensable. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Et moi j'y crois, voyez-vous. Et d'ailleurs, pour vous faire rire encore, j'en ai pris juste avant de commencer l'entrevue avec vous. Mousslaï. Vous comprenez alors pourquoi moi-même je suis très mal placé pour prendre position. Par contre, ce que j'ai voulu faire, c'est expliquer le modèle sénégalais en prenant prétexte d'une actualité qui est celle que vous avez décrite tout à l'heure, qui est celle de la liste de Touba et qui, comme vous l'avez dit, est non conforme aux dispositions de la loi sur la laïcité. Alors, mon problème, c'est de prendre tout cela comme prétexte pour offrir en fait une réflexion générale sur le modèle sénégalais. Comme tout modèle, il a ses avantages et il a ses inconvénients. C'est tard, oui. C'est Churchill qui disait de la démocratie qu'elle est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Mais 2 siècles avant lui déjà, le baron de la Brette et de Montesquieu disait déjà que la démocratie n'est pas le meilleur des systèmes, c'est le moins pire. Nous aussi au Sénégal, on a un modèle qui fait l'exception sénégalaise, qui a ses inconvénients et qui a ses avantages. Et c'est ce modèle-là qui combine logique rationnelle et légale empruntée à l'état de droit et logique locale qui fait que selon les circonstances, le centre de décision peut se déplacer de l'état vers le marabout. Et c'est ce à quoi nous assistons avec ce qu'on appelle la liste de Touba. Alors, lorsque des questions comme celle-là se posent, comme vous le faites ici, Maya, forcément, on interroge la pertinence et la persistance du modèle sénégalais. Bien sûr. Faut-il laisser les choses en l'état ou non? Personnellement, je dis que le statu quo, comme je l'ai dit dans l'article, semble arranger tout le monde. Et il se mue en une sorte de code tacite du conformisme social, dont les règles bien connues de tous constituent en fait un bloc de résistance qui renforce ce qu'on appelle l'exception sénégalaise. Bien sûr. Alors, tout ce qu'il y a de nouveau ici, Maya, dans ce débat-là, c'est la loi sur la parité. Exactement. Vous pourriez y revenir. Et je peux vous dire ce que j'en pense. Elle est de provenance étatique, cette loi-là, et elle vient s'opposer à des logiques locales qui lui sont étrangères. Et c'est l'illustration de tout ce que je viens de dire. Alors, quant à l'affirmation du statut spécial d'un territoire qui abrite le siège d'une confrérie Touba, ou le statut spécial de fait pour un marabout, là, il n'y a aucun précédent, Maya. Il n'y a vraiment aucun précédent. Bien sûr.
Bien sûr. Les marabouts dans ce pays-là et les territoires qui abritent les sièges des confréries qu'ils dirigent ont toujours bénéficié d'un statut de fait. Bien sûr, ouais. La nouveauté, c'est quoi? C'est est-ce que cela doit être consacré dans le texte et coulé de béton dans le dispositif légal? C'est un débat qui est intéressant, qui peut être passionné, compte tenu de la sensibilité du sujet. Mais Maya, on doit se parler. Bien sûr. On doit se parler. Et chacun est libre de s'exprimer sur cette question. Dans un pays, quand on cesse de se parler, qu'est-ce qui arrive? On commence la à violence. Alors, il ne faut pas fermer le débat. Et de toutes les façons, il ne peut pas être fermé ce débat-là. Les gens ont l'habitude de parler, de discuter au Sénégal et ils continueront à le faire. C'est Abdoulaye Wade qui, en répondant à une question d'un journaliste qui lui demandait si ce qui s'est passé en Tunisie pourrait se passer au Sénégal, répondait que la différence, c'est qu'en Tunisie, les gens se battaient pour parler. Alors que le Sénégalais, il ne ferme sa bouche que quand il dort. Abdoulaye Wade n'est peut-être pas une très grande référence intellectuelle pour beaucoup d'entre nous, mais sur ce plan-là, il a raison. Il a raison. Le président de la République a fui le débat. Un ministre de la collectivité qui dit que je ne suis pas concerné par ce débat, ça ne m'intéresse pas. Le ministre de l'Intérieur qui dit que le débat est clos et que la liste de Touba est acceptée par l'ensemble de la société. Des représentantes des organisations féminines qui rasent les murs, qui dévient le débat et qui donc, si vous voulez, assistent en fait en spectatrices non engagées face à la remise en cause de tout ce pourquoi elles se sont battues dans leur vie. Si tout cela ne relève pas d'une hypocrisie générale, dites-moi ce que c'est que. Effectivement. Un président de la République qui, pour fuir le débat, va à la Mecque aller chercher la protection de l'au-delà, là où on espère le plus l'avoir, bien sûr, la Mecque, et qui se dit que peut-être qu'à son retour, les choses vont se calmer, comme disent les Wolofs, mais la réalité est que les choses, le débat va continuer. Parce que parler du statut spécial de Touba, c'est un débat qui est extrêmement intéressant pour les Sénégalais. Et d'ailleurs, ceux qui par pur obscurantisme, fanatisme ou zèle de nouveaux convertis veulent clore le débat en promettant à leurs contradicteurs l'enfer sans être eux-mêmes sûrs de leur paradis, je crois qu'ils ne rendent aucun service aux marabouts. Bien en sûr. réalité, ils ne font que crisper davantage les tensions et cristalliser les antagonismes. Mais le débat va continuer. Oui, et vivement que ça continue, parce que vous avez dit quelque chose de très important j'ai retenu quelque chose de très important dans ce discours, c'est ce rapport-là que vous établissez entre la mise en œuvre d'une loi et l'acceptation de cette loi par la population, suivant le système social dans lequel on vit. Est-ce que vous croyez que la parité a été victime de ce rapport-là? Moi, ce que je pense, c'est que c'est une loi qui est démagogique, en réalité. Abdoulaye Wade a fait cette loi-là dans la précipitation pour espérer avoir, si vous voulez, le vote féminin, dont on dit que c'est un vote majoritaire, et c'est d'ailleurs dont on dit que c'est l'un des votes les plus mobilisateurs en termes d'élection générale. C'est le message qu'il a voulu lancer aux femmes. Et c'est pour cela qu'il a, en toute précipitation, fait cette loi-là, qui ne correspond en rien à certaines réalités sénégalaises, mais dont je ne crois même pas, en fait, qu'elle serve véritablement les femmes. Et vous savez, il existe dans le monde beaucoup de représentantes du mouvement féministe qui sont contre toutes ces dispositions-là légales sur la parité ou sur les politiques des quotas, parce qu'elles estiment justement que c'est une façon pour les hommes de perpétuer la domination masculine en disant aux femmes, voilà, vous réclamez des postes, on vous l'a donné, maintenant on pointe le doigt sur vos incompétences. Okay. Moi je pense que l'inégalité, c'est une inégalité qui est à la base. Il faut corriger justement à la base par l'égalité d'accès à l'école, par la formation des femmes au militantisme associatif et politique qui leur permettent d'avoir, si vous voulez, les expériences, les connaissances et la légitimité par la suite pour pouvoir réclamer au même titre que les hommes, si vous voulez, les postes électifs. Donc, chercher, si vous voulez, à faire des lois pour obtenir l'égalité, c'est une façon pour moi, je pense, de corriger par le haut ce qu'on n'a pas réussi par la base. Et fondamentalement, les problèmes se situent à la base. Donc,
crois même pas, moi, que la loi à la parité rende véritablement service aux femmes. Mais ça, c'est un long débat. Et d'ailleurs, je compte justement, comme je viens de le faire sur ce débat-là dont vous parlez, faire une contribution pour justement partager ma réflexion sur cette loi-là, sur la parité, qui, pour moi, comme les politiques de quotas, sont une façon, en fait, de perpétuer la domination masculine, comme disait Bourdieu. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, cette loi a été accentuée par l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, ce qui lui a valu même un meeting, je dirais un meeting, en pesant bien mes mots, au palais présidentiel. Est-ce que Macky Sall a voulu emprunter les pas de son père, entre guillemets? En tout cas, aucun Sénégalais n'aurait voulu aujourd'hui être à la place de Macky Sall parce que véritablement, il est pris entre deux feux. S'il cherche à abroger la loi sur la parité, il risque d'avoir contre lui tous les mouvements féminins sur lesquels justement il comptait en organisant ce meeting-là au palais dont vous parlez. Effectivement. S'il, comme l'a fait le président du groupe parlementaire de son parti, s'il cherche à dénoncer justement le caractère illégal de la liste de Touba, il risque justement de se confronter avec le mécontentement des marabouts. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est pris entre deux feux et personne n'aurait souhaité être aujourd'hui dans sa situation. Mais c'est aussi ça, Mayacine, la beauté de la fonction politique. C'est d'être placé face à des contradictions que l'on est obligé de trancher. Mais personne n'aurait aimé aujourd'hui être dans sa situation. Effectivement. Effectivement. Personne justement. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que c'est Moustapha Diakhaté qui va devenir l'agneau de sacrifice, parce qu'il a voulu dire exactement avec une honnêteté, c'est le seul qui n'a pas joué l'hypocrisie dans cette histoire, et finalement qui peut se retrouver comme l'agneau de sacrifice. Est-ce que finalement ça ne rejoint pas, parce que Ndiagaloum, vous avez écrit un livre extraordinaire sur les 5 pouvoirs au Sénégal. Est-ce que voilà ce pouvoir maraboutique qui constitue quelque part, en dehors du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, le 4e pouvoir au Sénégal, est-ce qu'il va en train même de prendre plus qu'un 4e pouvoir? Non, c'est le 5e pouvoir en réalité. Le 5e, oui. Le 4e pouvoir est considéré, c'est les médias que l'on considère comme étant le 4e pouvoir. Moi, je dis que si vous voulez étudier les relations de domination au Sénégal, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que ceux qui sont légitimés pour occuper les fonctions politiques, et qui constituent donc le 1er et le 2e pouvoir exécutif et pouvoir législatif, et ceux qui sont légitimés par le mécanisme de la nomination à arbitrer donc les conflits entre ces gens-là, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Si vous étudiez ce qui, à la démocratie, a donné la légitimité d'abriter et quelquefois d'arbitrer le débat démocratique, les médias, si vous vous arrêtez à ces 4 mécanismes-là de régulation d'une démocratie, vous passez complètement à côté de l'analyse au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il y a un 5e acteur que j'appelle moi le 5e pouvoir maraboutique, qui justement, dans l'échelle de domination, se place au-dessus de tous les autres. Et vous en avez des illustrations parfaites. C'est la raison pour laquelle dans mon article, j'ai donné au moins 6 cas qui concernaient directement les journalistes, où je leur montrais que ce que vous appelez en précédent n'en est pas un en réalité. C'est la consécration d'un système qui accepte justement qu'un pouvoir ni légal, ni rationnel soit au-dessus de tous les autres. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que justement on veut continuer avec ce modèle ou pas? Mais comme je vous l'ai dit, c'est un modèle qui quelquefois a des effets tellement positifs en termes de stabilité que personne en réalité ne veut s'en débarrasser. Je l'ai dit, le statu quo semble arranger tout le monde et il se mue, comme je l'ai dit, en une sorte de code tacite du conformisme social dont les règles bien connues de tous renforcent l'exception sénégalaise. En termes de stabilité, c'est un modèle qui n'a rien à envier aux autres. Rappelez-vous, Maya, en 2005, lorsqu'on célébrait le centenaire de la loi française sur la laïcité,
en France, où j'étais invité, et il y a un collègue qui me demandait s'il était possible au Sénégal d'en arriver un jour à une laïcité comme celle qu'on a en France. Mais je lui disais que le modèle laïque sénégalais est beaucoup plus vieux que la loi française de 1905. La différence, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas suivi les mêmes trajectoires. Et je partais même de 1492 pour lui donner l'exemple de Latsuka Befal, qui avait confié en fait des tâches administratives à certains chefs traditionnels maraboutiques, notamment à la gestion des frontières. Et je lui disais en pratique, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui au Sénégal? Vous allez voir que les mosquées cohabitent avec les bars. Ouais. Et dès que vous sortez des mosquées, avec votre chapelet long, votre chapelet est obligé de cohabiter avec des jupes qui sont de plus en plus courtes et des nombrils à ciel ouvert. Ça, ce sont des pratiques laïques. Ce sont des pratiques laïques qui n'ont rien à envier en termes de tolérance à aucun autre système. Et si vous voulez justement réinterpréter rationnellement, efficacement, justement ce modèle, il vous faut faire preuve de réinvention conceptuelle. Et peut-être que nous avons un modèle laïque au Sénégal qui appelle peut-être une autre appellation que celle de la laïcité. Mais c'est ça le modèle que nous avons au Sénégal. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout modèle a ses inconvénients et ses avantages. Tout le problème est un problème d'équilibre. Quand il y a un déséquilibre, c'est là justement où les choses se ressentent. Et forcément, il y en a qui en souffrent et qui justement préféreraient dans ces cas-là que l'état de droit s'exprime comme le débat que nous avons aujourd'hui. Mais en termes de précédent, il n'y a rien de nouveau au soleil. Rien de nouveau. Le statut spécial des marabouts, le statut spécial des territoires qui abritent le siège des confréries, c'est une situation de fait. La question nouvelle, elle est de savoir s'il faut leur donner un statut légal consacré dans les textes ou non. Et moi, je dis qu'il faut dépasser l'analyse juridico-institutionnelle pour s'arrêter au phénomène. Et là, le phénomène, ça renvoie à quoi? C'est que dans les faits, ces marabouts-là ont un statut spécial et les territoires qui abritent les sièges de leurs confréries ont un statut spécial. Dès lors maintenant que vous dites qu'il faut passer de la situation de fait à la situation légale, il y a un débat qui s'instaure. Et ce débat-là, il ne faut pas le refuser. Et d'ailleurs, il constitue, je pense, un test majeur sur la crédibilité du modèle sénégalais. Parfaitement. Et aujourd'hui, est-ce que légaliser une seule fois cette situation de fait à Touba n'inaugurerait pas la légalisation d'autres territoires tels que Tivaouane, tels que Yoff, tels que voilà, et par conséquent, qu'est-ce qu'on va penser de la situation en Casamance? Même si on sort du modèle religieux, mais on sort d'un système. C'est en ces termes-là que tout ce qui s'oppose aujourd'hui au statut spécial de Touba, c'est en ces termes-là qu'ils posent le débat. Okay? Moi, je peux ne pas partager leur avis. Mais pourquoi ne leur écouterais-je pas? Pourquoi devrions-nous penser qu'ils n'ont pas raison de poser ce débat-là dans une démocratie qui fonctionne normalement? Quand je dis dans une démocratie qui fonctionne normalement, c'est une démocratie où on se parle. Parce que quand on arrête de se parler, on n'est plus en démocratie. Bien sûr. Alors, il faut écouter les arguments de ces gens-là. Vous pouvez ne pas partager, si vous voulez, leur avis, mais il faut absolument les écouter. Et c'est la raison pour laquelle je dis que tous ceux qui, en fait, refusent ce débat-là en prétextant que ce sont des gens qui sont occidentalisés, qui sont déconnectés des réalités locales, etc., ils font preuve d'un obscurantisme et d'un fanatisme qui ne rend même pas service en réalité aux marabouts, parce qu'ils vont finir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à crisper les antagonismes, à cristalliser justement les divisions et les tensions, et ça ne nous sert pas. Ça ne nous sert pas. Dans une démocratie, il faut absolument que l'on parle. Et moi, je suis sensible aux arguments de ceux dont vous parlez tout à l'heure, et qui disent que donner un statut légal à Touba, c'est peut-être ouvrir la boîte de Pandore, qui permettrait demain à Tivaouane ou à toutes les autres cités religieuses connues au Sénégal de réclamer, elles aussi, un statut spécial. Ce n'est pas un avis que je partage fortement.
Mais je dois dire qu'au nom justement de la contradiction inhérente au débat démocratique, nous devrions être sensibles à leurs arguments. Est-ce à dire que vous, même si vous ne partagez pas, qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement si vous ne partagez pas leur avis? Il est possible que ce qu'ils disent se réalise, c'est bien possible. C'est bien possible qu'en accordant un statut spécial à Touba, que d'autres cités religieuses demain se disent pourquoi pas nous. C'est bien possible. Moi, je dis que je ne pense pas que c'est quelque chose qui va arriver. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je serai pour le statu quo. Qu'on ne cherche pas justement à légaliser quelque chose qui, de toute façon, phénoménologiquement, existe déjà de fait. Mais quand vous posez justement le débat de la légalisation d'une situation de fait qui existe déjà, il faut permettre aux autres d'exposer leurs arguments. Bien sûr. Et le débat démocratique veut justement que vous confrontez vos arguments à ceux des autres. Bien sûr. Ce que je ne comprends pas, c'est l'intolérance qui consiste à dire aux autres que, puisque vous ne pensez pas comme nous, vous ne devriez pas exposer ce que vous dites. Et d'ailleurs, si vous le dites, c'est parce que vous êtes victime de la pensée occidentale dont vous êtes le produit. Bien sûr. Mais Mayacine, qui n'est pas le produit en fait de la formation occidentale. L'école que nous avons faite au Sénégal, c'est pas l'école occidentale? Bien sûr, effectivement. Quand tous ces gens-là qui parlent ont terminé leurs études secondaires, ils sont allés où pour étudier? C'est pas au Canada, c'est pas aux États-Unis, c'est en France. Ça, c'est pas le système occidental. Pourquoi devrions-nous avoir en fait un complexe à géographie et à géométrie variable? Non, il faut être tolérant. C'est cela le débat démocratique. C'est accepter la contradiction. Effectivement. C'est accepter la contradiction. Et finalement... Et forcément, le débat s'est posé aujourd'hui. Forcément, comme je vous l'ai dit, les gens vont continuer à s'exprimer. Oui, exactement. Et finalement, quelle est la part de la presse dans ce débat? Parce que finalement, moi, l'hypocrisie des hommes politiques ou bien des politiciens, j'en ai fait part dans mon émission. Voilà. Mais la part des journalistes, est-ce qu'ils ne sont pas restés dans le mutisme qui a gagné aussi les hommes politiques qui auraient dû, ou bien nos intellectuels qui auraient dû en parler? Mais vous savez, les journalistes sont partie prenante de la population. Quand on parle d'une hypocrisie générale, pompeusement nommée Masla, ces journalistes en font partie eux aussi. Mais attention, à leur décharge, il y en a certains d'entre eux qui ont cherché à faire preuve, si vous voulez, d'un courage éditorial et à dire que ce serait un précédent dangereux. J'en ai écouté certains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu leur rappeler qu'en termes de précédent, ça n'était pas un, et qu'il est arrivé plusieurs fois sur des situations qui les concernaient directement. Le statut spécial du marabout en question est prévalu sur l'exigence de l'état de droit. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ces 6 exemples-là dans mon texte. Ouais, effectivement. Les journalistes sont aussi partie prenante de la population d'une manière générale. D'accord. Il faudra faire le NEP collectif, comme le dit le psychologue Serigne Mor Mbaye. Il n'y a aucun secteur sénégalais en fait qui devrait rester à la marche. Nous tous, nous devrions y aller dans ce NEP collectif. En tout cas, je crois que le débat est lancé et qu'aujourd'hui, faire ne pas légaliser la liste de Touba, qui est a priori qui est illégal, mais si on le laisse jusqu'après les élections telles quelles, est-ce que ça veut dire que nous avons commis une erreur dans l'organisation des élections, juridiquement parlant? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que laisser telle quelle la liste de Touba, c'est cautionner en fait une violation de la loi. Ouais. Ça c'est sûr. Mais il faudra par la suite en assumer la responsabilité. Et ceux qui sont chargés d'en assumer la responsabilité, c'est ceux qui occupent les fonctions au pouvoir. Et c'est pourquoi moi je dis que je les plains, parce que je n'aimerais pas être à leur place, parce qu'ils se trouvent dans une situation où l'arbitrage est extrêmement difficile à faire. Mais ils sont payés aussi pour ça. Et s'ils ont accepté d'assumer des charges politiques, c'est pour aussi faire face à certaines contradictions qui forcément ne sont pas toujours les plus souhaitables pour un homme élu. Mais c'est aussi ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la beauté et l'originalité de la fonction publique. Donc on aura beau se débiner,
on aura beau, si vous voulez, faire des contorsions intellectuelles par-ci, par-là. On aura beau faire preuve de dérobate intellectuelle, il faudra à un moment donné faire face à ces contradictions. Et les faits sont là, ils sont têtus. C'est qu'il faudra faire un arbitrage sur ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Parfaitement. Effectivement. Absolument. Effectivement. En tout cas, Ndiaga Loum, je vous remercie aujourd'hui d'être... Mais nous, on a le beau rôle. On a le rôle de l'analyste. Voilà, c'est ça que je veux dire. On s'en délecte. Vous êtes derrière, juste pour analyser les faits. On s'en délecte. Nous n'avons pas de fonction politique. Nous n'avons pas concouru au suffrage des Sénégalais. Donc ceux qui doivent régler ce problème-là, c'est ceux qui sont élus et qui sont payés pour ça. Nous sommes payés pour réfléchir. Et se confiner derrière ce beau rôle, et puis être payé juste pour réfléchir, bon, pour un être humain, bon, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas du tout capables. Voilà, parce que savoir discerner aussi, c'est autre chose. Et la preuve, quand l'article est sorti, il y en a qui ont créé un scandale comme si vraiment on avait vraiment commis un crime. Et je sais que, voilà, même quand je l'ai fait appel à la première... Comme je vous ai dit tout à l'heure, la tolérance, c'est même tolérer l'intolérance. Donc moi, je suis ouvert au débat et rien ne me dérange dans cela. Je me dis toujours que celui qui vous insulte, c'est celui qui n'a pas eu l'occasion de discuter avec vous. Et une fois que vous discutez, tout est susceptible, en fait, de se régler dans la discussion. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. Ce qui fait que même les invectives, en réalité, ne me choquent pas du tout. Je mets tout cela, si vous voulez, sur le compte de l'incompréhension. Et une incompréhension qui peut être levée dans la discussion. Parfaitement, parfaitement. Mieux vaut toujours discuter. C'est ce qui fait voilà, progresser un pays démocratique tel que le nôtre. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être aujourd'hui notre... C'est moi qui vous remercie, Maya, et c'est toujours un plaisir, en fait, de vous parler. Vous faites un excellent travail de sensibilisation et d'information. Merci. Et puis, votre travail, en fait, mérite d'être souligné. Et je voudrais justement profiter de cette occasion-là pour vous féliciter pour le travail remarquable que vous êtes en train d'abattre pour le compte de votre pays et de vos compatriotes. En tout cas, merci beaucoup. Cela me va droit au cœur. Et ça fait toujours plaisir de recevoir Ndiaga Loum sur cette antenne parce que toutes les analyses faites par Ndiaga Loum, même dans les années 2000, quelque part, même si il n'y avait rien qu'on peut qualifier d'être un voyant ou des choses comme ça, il a toujours été vraiment dans le, comment dirais-je, juste dans ses analyses. Quoi. Voilà, et ça a toujours été, voilà, ce n'était loin de la prophétie, mais c'était quelque chose qui coïncidait vraiment avec la réalité. Voilà, donc ça fait toujours plaisir d'avoir Ndiaga Loum sur ses antennes et de nous éclairer sur cette situation et puis de nous parler de cette situation exceptionnelle de Touba après nous avoir fait une analyse d'une manière générale de la politique au Sénégal et de ces élections locales en particulier. En tout cas, Ndiaga, merci encore une fois. Merci à toute la population qui nous écoute, les Sénégalais qui nous écoutent depuis le Canada et aux nombreux étudiants qui écoutent pour savoir l'analyse de Ndiaga Loum, hein, toujours, parce que ce sont vos étudiants aussi. Et toute la population sénégalaise qui aura le plaisir et voilà d'écouter l'analyse de notre professeur Ndiaga Loum sur les antennes de Eau de Radio et de Khalima.com. Donc, à moins d'avoir un petit mot de fin, Ndiaga, on se dit à très bientôt. Merci Maya, c'est tout ce que j'ai à dire, merci.